Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose que nous nous interrogions sur la façon de procéder lorsque, dans une consultation juridique, vous êtes interrogé sur les conditions d'application de la loi du 5 juillet 1985, autrement appelée la loi Badinter, mais également sur les règles applicables à la responsabilité encourue par le gardien ou le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur. La première démarche que vous devez avoir, puisque la loi du 5 juillet 1985, loi Badinter, est d'application exclusive, c'est de vous demander si les conditions d'application de cette loi sont réunies. Concrètement, lorsque dans un cas pratique, consultation, vous avez identifié dans les éléments factuels qu'il y avait un véhicule terrestre à moteur qui était concerné par la réalisation d'un dommage, eh bien, vous devez tout de suite vous demander si la loi de 85 s'applique. Parce que dans l'affirmative, vous ne pouvez appliquer que ce régime lorsque la victime du préjudice entend se retourner contre le conducteur ou le gardien du véhicule. En revanche, si la loi du 5 juillet 85 ne s'applique pas, eh bien on rebascule dans le droit commun de la responsabilité et on peut alors envisager soit les cas de responsabilité extra-contractuelle classiques, délictuels, soit le cas de responsabilité du fait des choses, voire les autres cas de responsabilité. Alors, pour savoir si les conditions d'application de la loi du 5 juillet 85 sont réunies, vous devez vérifier 5 points. Il y a, pour le dire autrement, 5 conditions d'application de la loi. La première, il faut toujours vérifier, c'est vous assurer que vous êtes bien en présence d'un VTAM, un véhicule terrestre à moteur. Ce qui exclut notamment les tramways ou les chemins de fer qui circulent sur des voies qui leur sont propres. Évidemment, sont également exclus les véhicules non pourvus de moteur ou non pourvus, enfin qui ne se déplacent pas sur terre. Un véhicule terrestre à moteur. Il y a dans votre code civil, sous la loi du 5 juillet 85 et généralement sous l'article 1er, de multiples illustrations de ce qu'il faut entendre par véhicule terrestre à moteur ou pas. La deuxième condition requise, c'est qu'il faut, outre un véhicule terrestre à moteur, un accident. Qui dit accident dit fait fortuit. C'est-à-dire que l'auteur de cet accident ne doit pas avoir recherché volontairement soit le fait dommageable, soit le dommage lui-même. Si jamais on est en présence de quelqu'un qui, par exemple, a utilisé un véhicule pour faire une forme de voiture bélier, il y a une volonté de causer le dommage, ou en tout cas le fait générateur de responsabilité, et dans ce cas, il n'y a pas d'accident. Il faut un fait fortuit indépendamment de toute volonté humaine. Ça n'est pas la même chose que d'incendier volontairement un véhicule que d'être face à un véhicule qui a pris feu tout seul. Un accident, un véhicule terrestre à moteur. Troisièmement, l'accident en question doit s'être produit dans un lieu ouvert à la circulation. Ce peut être un lieu privé, comme ce peut être un lieu public, peu importe. La seule exigence est que l'on puisse se mouvoir avec le véhicule terrestre à moteur sur cette voie de circulation. J'en profite pour vous dire que, à cette occasion, la jurisprudence est venue préciser que peu importe que le véhicule ait été en stationnement ou en mouvement au moment de l'accident, qu'il ait été en mouvement, en stationnement ou à l'arrêt ne change rien. L'important étant, lorsqu'il est en stationnement ou à l'arrêt, que le dommage ait été causé, enfin que l'accident ait eu lieu parce qu'un élément essentiel à la fonction de déplacement du véhicule était à l'origine du dommage. La quatrième condition requise pour que la loi du 5 juillet 85 s'applique, c'est que le véhicule soit impliqué dans l'accident de la circulation. L'implication, c'est quoi? L'implication, elle est présumée lorsqu'il y a eu un contact entre le siège du dommage et le véhicule. On part du principe que dans ce cas, la victime n'a pas approuvé l'implication puisqu'elle est entrée en contact, si elle est le siège du dommage, avec le véhicule. En revanche, lorsqu'il n'y a pas eu de contact entre le siège du dommage et le véhicule terrestre à moteur, l'implication doit être prouvée. Comment la prouve-t-on? Eh bien, en prouvant que le véhicule a joué un rôle quelconque dans la réalisation de l'accident. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas eu de contact, même si le véhicule était en stationnement, même s'il était en mouvement et que vous ne l'avez pas heurté, il suffit de démontrer qu'il a joué un rôle quelconque dans la réalisation de l'accident pour qu'il soit considéré comme impliqué. La dernière condition, bien entendu, c'est que la victime rapporte la preuve qu'elle a subi un dommage qui est imputable à cet accident de la circulation.
L'imputabilité du dommage à l'accident est présumée lorsque le dommage se réalise immédiatement. En revanche, lorsqu'il se manifeste ultérieurement, eh bien, c'est à la victime de rapporter la preuve qu'il est bien imputable à l'accident. Si ces 5 conditions sont réunies, véhicule terrestre à moteur, accident, lieu ouvert à la circulation, implication du véhicule dans l'accident et dommage imputable à l'accident, alors la loi du 5 juillet 1985 s'applique et donc vous n'avez pas à aller sur le terrain du droit commun. Dire que la loi du 5 juillet 1985 s'applique, qu'est-ce que cela signifie? D'abord, ça signifie que la victime a la possibilité d'agir contre le conducteur ou le gardien du véhicule terrestre à moteur. Le conducteur, c'est celui qui était aux commandes du véhicule au moment de la réalisation du dommage. Le gardien, c'est le même qu'en droit commun. Le propriétaire est présumé gardien et il peut toujours montrer qu'il a transféré la garde, c'est-à-dire qu'un autre que lui avait l'usage, le contrôle et la direction du véhicule au moment de la réalisation de l'accident. Une fois que le débiteur de la réparation a été identifié et que vous savez, en tant que victime, que vous pouvez agir contre le conducteur ou le gardien du véhicule, le conducteur ou le gardien du véhicule peut s'exonérer de toute responsabilité, mais pas selon les modalités de droit commun. La loi de 85 est claire, il ne peut pas s'exonérer en prouvant le fait d'un tiers ou la force majeure. La seule cause d'exonération possible, c'est la faute de la victime. Mais attention, parce que les mêmes fautes ne produisent pas les mêmes effets en quelque sorte. Pour pouvoir s'exonérer, eh bien, le gardien du véhicule peut d'abord opposer à la victime sa faute simple lorsque c'est la victime conductrice qui sollicite la réparation d'un dommage corporel ou lorsque toute victime, conductrice ou non, demande la réparation d'un dommage matériel, dommage qui a été causé au bien. En revanche, lorsqu'on est en présence d'une victime non conductrice, on ne peut pas lui opposer sa faute simple pour exclure ou réduire son droit à réparation. En présence d'une victime conductrice, non conductrice, pardonnez-moi, il faut lui opposer une faute qualifiée. Il y a une distinction à faire. Lorsque la victime est privilégiée, c'est-à-dire qu'elle a plus de 16 ans, moins de 70 ans, et qu'elle n'est pas titulaire d'un titre lui reconnaissant un taux d'incapacité permanent ou d'invalidité égal à 80% ou supérieur. Eh bien, dans ce cas de figure, on peut lui opposer sa faute inexcusable, à condition qu'elle soit la cause exclusive de l'accident. Si la victime a commis une faute inexcusable, qui est la cause exclusive de l'accident, eh bien dans ce cas de figure, on pourra écarter son droit à réparation. La faute inexcusable, c'est une faute d'une exceptionnelle gravité qui expose sans raison son auteur à un dommage dont il aurait dû avoir conscience. Il y a encore plus protégées. Il y a celles qu'on appelle les victimes super privilégiées, celles qui ont moins de 15 ans, moins de 16 ans, plus de 70 ans et qui sont titulaires d'un titre qui leur reconnaît un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité supérieur à 80%. Dans ce cas de figure, seule la victime qui a volontairement recherché le dommage peut se voir opposer sa faute pour écarter son droit à réparation. On le voit, la victime non conductrice est bien mieux protégée que ne l'est la victime conductrice, ou la victime non conductrice qui demande réparation de son dommage corporel est mieux protégée que toute victime qui demande réparation d'un dommage matériel. Voilà pour les éléments à ne surtout pas oublier lorsque vous êtes saisi d'une question relative à l'application de la loi Badinter, la loi du 5 juillet 1985. Je vous remercie et vous dis à bientôt. Au revoir.